Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Au sommaire de cette édition du mercredi 12 octobre. Les premiers paquets neutres font leur apparition sur les étals des bureaux de tabac avec leurs emballages aux photos choc, sans logo et sans marque. Ils compliquent la vie des buralistes qui doivent trouver de nouveaux moyens pour ranger leurs paquets. L'agriculture est en crise aujourd'hui et pourtant il reste l'un des secteurs d'activité qui recrute le plus. C'est le cas notamment dans notre département. Alors pour promouvoir les différents métiers et attirer les jeunes, des clips vidéo humoristiques ont été tournés par l'association vendéenne pour l'emploi et la formation en agriculture. Enfin, le Vendée Globe ne se prépare pas seulement du côté des skippers. Au lycée Éric Tabarly, c'est même un support d'apprentissage très concret pour les élèves du BTS Nautisme. Ils sont chargés de préparer les semi-rigides qui escorteront les bateaux des navigateurs le jour du départ. On ouvre donc ce journal avec l'arrivée progressive des paquets neutres sur les étals des bureaux de tabac. Sans logo ni couleur distinctive, ces paquets neutres représentent l'une des mesures phares de la loi santé soutenue par la ministre Marisol Touraine. Les buralistes ont jusqu'au 1er janvier pour écouler leur stock et vendre petit à petit ces paquets recouverts de messages dissuasifs et de photos choc. Si ces nouveaux emballages ont pour but de dissuader les fumeurs, ils compliquent également la vie des buralistes, comme nous l'explique Samuel Grasset. Alors ça, ce sont les nouveaux paquets neutres. Dans ce bureau de tabac, les premiers paquets neutres sont arrivés il y a presque un mois. Actuellement, c'est 10 à 15% de nos livraisons. Et à partir du 20 novembre, 100% des cigarettes livrées seront conditionnées dans ces paquets neutres. Les buralistes dénoncent déjà un véritable casse-tête. Plus de couleurs distinctives, une marque écrite en petit au bas du paquet. Les gérants de bureaux de tabac estiment qu'il leur faudra désormais beaucoup plus de temps pour trier les commandes et servir les clients. On a deux cartouches là très différentes, mais on n'a plus que ces mots, il n'y a plus de repères couleurs. Il va nous falloir 3-4 fois plus de temps pour le buraliste et ses équipes salariées. Et je ne sais pas au niveau des salariés combien il en faudra en plus pour pouvoir servir la même clientèle. Les buralistes estiment qu'ils sont les grands oubliés de cette réforme voulue par le ministère de la Santé, que leurs difficultés n'ont pas été anticipées. Alors la profession tente de trouver par elle-même des solutions. Éric Segon est à la tête d'une entreprise basée à La Motte-à-Char, spécialisée dans l'étiquetage. Il suit 21 000 bureaux de tabac à travers la France. Et il a réfléchi à un code couleur pour aider les buralistes à repérer plus facilement les paquets sur les présentoirs. Donc la marque avec le conditionnement, l'appellation commerciale, bien sûr le prix, mais ces différents codes couleurs vont pouvoir avoir un repère visuel sur le linéaire. Jacques Remaud teste aussi actuellement une armoire de stockage. Avec l'arrivée des paquets neutres, elle pourrait simplifier le quotidien des buralistes. On a donc des visuels de paquets de cigarettes. Alors par exemple, je veux une Marlboro. Et voilà, ça me délivre ma Marlboro. Un équipement qui coûte plus de 7 000 €. Les buralistes espèrent pouvoir compter sur un plan de soutien du gouvernement pour la profession. Le tablier du viaduc ferroviaire de la ligne SNCF Nantes-Bordeaux, situé sur la commune du Champ-Saint-Père et qui enjambe le Lay, est en plein travaux. Cette portion de la ligne de train datait de 1869 et il devenait nécessaire de la remplacer. Le vieillissement de la ligne occasionnait de forts ralentissements sur les trajets qui augmentaient parfois de 45 minutes. Alors depuis avril dernier jusqu'à la mi-décembre, les travaux gêneront quelque peu la circulation. Elle sera d'ailleurs rompue jusqu'à vendredi midi. On en profite pour dériper l'ancien ouvrage, riper le nouveau, remettre la voie. Voilà. Et ensuite, il y aura une dernière étape qui consistera à démonter l'ancien tablier et à remettre en état le site. C'est un site un peu particulier puisqu'on est en zone Natura 2000. Donc du coup, il fallait forcément faire attention. Donc on a fait une étude d'impact et une enquête publique pour vérifier que justement le chantier s'inscrivait bien dans l'environnement et ne venait pas dégrader. Voilà. Et on s'est engagé à remettre en état le site à l'issue du chantier. Et à noter que ces travaux représentent 7,5 millions d'euros.
Toujours dans le domaine du transport, le SIDEV, Service public des énergies vendéennes, continue le déploiement des bornes de recharge électrique sur le département. Elles sont portées au nombre de 80 aujourd'hui et de plus en plus de Vendéens se saisissent de cette électromobilité en investissant dans les véhicules électriques. Le SIDEV a d'ailleurs enregistré il y a quelques jours la 1000e carte d'accès aux bornes de recharge. Une progression du nombre de voitures électriques qui encourage à développer cette filière sur notre département. Aujourd'hui, on se rend compte que le réseau tel que nous l'avons imaginé est plutôt efficace. Nous allons désormais le compléter parce que nous voyons qu'elles sont de plus en plus utilisées, ces bornes de recharge, en particulier donc sur toute la côte atlantique où nous avons de plus en plus de visiteurs, j'allais dire, avec des véhicules électriques. Nous allons aussi ajouter quelques autres bornes sur les axes majeurs. Axe nord-sud entre Nantes et Fontenay-le-Comte et est-ouest entre les Sables-d'Olonne et Cholet. Revenons à présent sur ce constat dressé par la MSA. Au premier semestre 2016, la plateforme AgriÉcoute a reçu quelques 1700 appels, soit en moyenne 280 coups de téléphone par mois d'agriculteurs ou de leurs proches qui confient leur détresse et appellent à l'aide. C'est presque 3 fois plus que l'année précédente à la même période. Des données inquiétantes qui sont tout de même relativisées par la Mutualité sociale agricole qui explique que cette augmentation d'appels pourrait également venir de la démocratisation de cette plateforme d'écoute. Lancée en octobre 2014, elle n'a réellement commencé à fonctionner qu'à partir du mois de mars ou avril de l'année suivante. Et si la détresse des agriculteurs français est palpable dans le contexte économique actuel, ce secteur d'activité n'en reste pas moins dynamique et vecteur d'emploi. C'est le cas notamment dans notre département. Il y a quelques jours, l'AVEFA, pour l'association vendéenne pour l'emploi et la formation en agriculture, lançait la diffusion de plusieurs clips. Ils ont pour but de promouvoir les métiers agricoles et de montrer de manière humoristique les multiples avantages de ces métiers très variés. Tournés notamment avec des élèves du lycée agricole, des établières et en partenariat avec Pôle emploi ou encore les jeunes agriculteurs de Vendée. Reportage signé Grégoire de Châtillon. Monsieur, peut-on savoir où vous envisagez de vous rendre aussi hardiment? Je vais suivre une formation agricole, monsieur. Alors, je m'incline. C'est avec ces vidéos humoristiques que l'AVEFA Vendée entend bien recruter. Un nouveau départ pour l'association qui souhaite alors capter l'attention des plus jeunes avec 3 clips diffusés sur les réseaux sociaux. Avec cette nouvelle méthode, nous toucherons plus de monde parce que tout simplement aujourd'hui, la jeunesse a une technicité, je dirais, de communication qu'il faut utiliser. Malgré une conjoncture économique difficile, eh bien, l'agriculture manque de main-d'œuvre. C'est des besoins annuels de plusieurs centaines de salariés dans le département. C'est 2000 dans la région des Pays de la Loire. On parle ici de postes en CDI. Le secteur qui embauche le plus aujourd'hui, c'est le secteur de polyculture-élevage. On est un département d'élevage et c'est l'élevage qui va continuer à fournir toute la main-d'œuvre agricole donc, sur le département. Alors je te quitte. Salut. Beaucoup de départs en retraite, moins d'exploitants agricoles, donc plus de salariés pour de nombreux postes à pourvoir en polyculture élevage, mais aussi dans le maraîchage, l'horticulture ou les pépinières. Avec ces vidéos, le message devrait ainsi passer plus facilement auprès des plus jeunes. Avant de refermer cette page concernant l'agriculture, arrêtons-nous quelques instants pour parler de cette démonstration organisée par la Commission locale de l'eau dans le cadre du Sage de la Vie et du Jaunet. Il s'agit d'une rencontre et d'un temps d'échange avec près de 580 exploitants agricoles. Ils ont ainsi pu découvrir du matériel et des techniques nouvelles pour éviter au bétail de boire directement dans les cours d'eau. Un abreuvement naturel, certes, mais qui a parfois des conséquences directes sur la qualité des berges et de l'eau. Grâce à ces nouvelles installations financées à 80% par l'agence et la commission locale de l'eau, les agriculteurs contribueront ainsi à protéger un peu plus l'environnement. Le but de l'opération est la préservation du milieu et de suivre également parallèlement les conditions économiques pour les agriculteurs car cela apporte bien sûr quelques contraintes et nous savons aussi que l'ensemble des marais de ce secteur ne peut être maintenu en bon état que par la présence du milieu agricole.
Après les rivières, venons-en à la mer. Vous le savez, dans quelques semaines, les skippers engagés pour le prochain Vendée Globe s'élanceront de Port-Olona à la conquête des mers et des océans du monde. Et cette course mythique se prépare depuis plusieurs mois déjà. C'est le cas notamment au lycée Éric Tabarly des Sables-d'Olonne. Dans la classe de BTS Nautisme, les jeunes s'affairent pour préparer des semi-rigides qui accompagneront les bateaux le jour du départ. Une chance pour ces élèves qui découvrent leur futur milieu professionnel. Un plongeon dans les conditions du réel que nous raconte Pierre Delicieux. Avant vendredi, ces semi-rigides, une cinquantaine en tout, sont censés être à l'eau, prêts pour l'ouverture du village du Vendée Globe. Et ce sont ces élèves de BTS Nautisme qui doivent les préparer, encadrés par leurs professeurs. L'objectif, plonger ces jeunes dans les conditions du réel. Le but est un peu de leur faire prendre conscience de la logistique qu'on peut avoir derrière des événements comme ça, de préparer, pas dans l'urgence, mais préparer rapidement des bateaux et être capable de travailler en groupe de manière pas autonome puisqu'on est là, mais de coordonner voilà, entre eux et avec les différentes personnes qui vont graviter tout autour. Nettoyage, mais aussi préparation des équipements, rien ne doit être laissé au hasard, car ces bateaux seront tous à l'eau le 6 novembre prochain pour accompagner le départ de la course. Ces jeunes touchent aujourd'hui du doigt un des événements nautiques les plus importants au monde, non sans une certaine fierté. Je voyais que de l'extérieur en tant que spectateur et là on participe, on fait le truc quoi. C'est cool. Je saurais pas dire d'autres mots mais je trouve ça génial quoi. Voilà. C'est ce qui va accompagner le départ du Vendée Globe. Ouais. Donc c'est quand même une course renommée. Ouais. Donc effectivement c'est sympa de se dire qu'on a un petit peu bossé dessus pour le départ. Certains auront même la chance de vivre ce départ au plus près. Ce jeune a été pris en tant que pilote. Il faut dire qu'il a une certaine expérience. Alors le 6 novembre ne l'impressionne pas trop. J'ai fait les arrivées de New York Les Sables aussi, du coup ça s'est bien passé. Pourquoi ça se passerait pas bien maintenant quoi. Ça va être un bon moment à vivre. Les élèves de cette année ont la chance de vivre cette course mythique qui a lieu tous les 4 ans. C'est sûr, la promotion 2016 se souviendra un peu plus que les autres de la partie pratique de sa formation. Et plusieurs skippers feront leur arrivée ce jeudi après-midi à Port-Olona. Ils ont jusqu'à vendredi midi pour s'amarrer au ponton. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir dans de prochaines éditions. Parlons à présent de solidarité avec cette action du Lions Club des Sables-d'Olonne. L'association a prévu d'envoyer plus de 7500 paires de lunettes, des brancards et des fauteuils roulants en Afrique. Une fois sur place, ce matériel sera trié et distribué par les bénévoles de l'association Médicaux. Ces envois de colis sont une bonne manière d'aider la population et de leur apporter un soutien matériel nécessaire pour des bonnes conditions de prise en charge dans les hôpitaux. Ces fournitures seront également accompagnées de fonds pour la construction de nouvelles cliniques. Médicaux va trier ces lunettes, les classer et les distribuer. Donc, grâce à la distribution de ces lunettes, on permet aux enfants de renouer avec l'école, on permet aux hommes et aux femmes de garder leur emploi. Voilà, on ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose de très important. Voilà, de plus, une autre activité est de participer à la construction et d'équiper des cliniques. Voilà pourquoi les brancards et les chaises vont être très utiles. Les brancards peuvent aussi servir de lit et vont être très utiles. Des images et une interview réalisée par notre correspondant Jean-Marie Bidot. Et ce n'était pas de lunettes qu'avaient besoin ces tricoteuses ce week-end, mais bien de dizaines de pelotes de laine pour pouvoir monter une écharpe de plus de 68 km. Cette initiative organisée à Ménard-la-Barretière répondait à un défi national lancé par l'association Festif Nieul de Nieul-l'Espoir dans la Vienne. Elle a réuni de nombreuses passionnées de tricot de tous les âges qui ont contribué à leur manière à l'élaboration de cette gigantesque écharpe. Alexis Raison y était et a tricoté pour nous ce reportage. Regardez. Chacune a sa propre technique, mais une chose est sûre, ici, tout le monde tricote. Et l'objectif est de taille puisqu'il est de battre un record du monde en fabriquant une écharpe de 68 km. Un défi organisé à l'échelle nationale et relayé en Vendée par Nelly Guillet et Valérie Chenu, qui réunissaient donc le temps d'un week-end les habiles petites mains de Ménard-la-Barretière et des alentours.
On est 2 tricoteuses qui tricotons depuis le début du défi, depuis 1 an, et on avait envie de faire parler du défi un peu dans notre commune et inviter donc les gens à venir nous rejoindre. Peu importe l'âge, il y a des enfants, il y a des jeunes mamans, des plus anciens, des mamies. On a un monsieur qui est venu ce matin. Avec plusieurs manières de participer, en tricotant bien sûr, c'était le fil rouge du week-end, mais aussi en faisant des dons de laine ou même d'écharpes déjà tricotées, à condition qu'elles fassent 20 cm de largeur. Nous avons réceptionné pas loin de 317 mètres d'écharpes qui sont mises en meule, mises bout à bout, prêtes à être envoyées à Nieul-l'Espoir, à côté de Poitiers. C'est là-bas qu'est centralisé le défi. Il sera validé en juin prochain à l'occasion de la foire à la laine. Les écharpes seront alors redécoupées en morceaux de 1 mètre vendus 1 €. Pour 2 associations, il y a l'association Savi qui aide la recherche de la mort subite du nourrisson et l'association Pascal Olmeta qui aide à réaliser les rêves des enfants hospitalisés. À un peu plus de 6 mois de l'échéance, la moitié du défi est déjà relevée, soit près de 34 km tricotés. Un défi national et même un peu plus. On est partout en France, mais on est aussi en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Portugal, au Maroc, au Canada et en Pologne. Donc les 68 km ne nous font pas peur du tout. Et chacun se fixe même son propre objectif. Moi, je me suis lancé un petit défi perso de faire 100 mètres. J'en suis à 70 aujourd'hui, donc je pense que je devrais y arriver. Surtout avec les soirées d'hiver qui s'annoncent. On jette un coup d'œil sur la météo de ce jeudi. Un temps gris et pluvieux nous attend. Du côté des températures, comptez entre 9 et 15 degrés au meilleur de la journée. Le bulletin météo complet de Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes de TV Vendée continuent puisque ce jeudi, vous pourrez découvrir le dictionnaire du 7e art en Vendée de Philippe Gilbert, journaliste et auteur, dans la grande émission d'Adèle Fugère, diffusée à 18h05. Très bonne soirée à tous et à demain.